Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va commencer la construction de la mesure de Lebesgue, Inch'Allah. Commençons par, bien sûr, la mesure de Lebesgue est définie sur Rn, sur BRN et sur sa tribu complétée, comme on va voir. Bon, commençons par le cas de R. Soit AR, l'algèbre de Borel sur R, qu'on a défini au chapitre 1, l'algèbre AR. Et BR, la tribu borelienne sur R, tribu de Borel sur R. On sait que BR, c'est sigma de AR. BR est engendré par l'algèbre de Borel sur R. Et que AR, c'est l'ensemble des réunions finies d'éléments de S0, de S0, 2A2, disjoints. C'est l'algèbre aussi engendrée par S0, par définition. AR, c'est l'algèbre engendrée par la semi-algèbre S0. Où S0 est la semi-algèbre sur R définie par, c'est l'ensemble de ces intervalles. Avec A, B, C, D appartiennent à R et B est inférieur ou égal à C. On a déjà détaillé ça dans le chapitre 1. Bon, on va définir une mesure sur cette algèbre, sur l'algèbre de Borel. Bon, définissons-la d'abord sur S0, qui engendre AR. Donc, on pose mu de vide égale 0, bien sûr. Mu de AB, on veut que cette mesure soit un prolongement de la notion de longueur. Donc, il est tout à fait naturel de poser mu de AB, un intervalle de ce type, mu de AB égale B moins A, c'est-à-dire la longueur de cet intervalle. Et la mesure de ces deux intervalles, c'est plus infini, parce qu'ils ont une longueur infinie. OK? Donc, la mesure de cet intervalle, c'est plus infini, la mesure de cet intervalle, c'est C moins B, et la mesure de cet intervalle, c'est plus l'infini. Donc, ainsi, mu est une application sur S0. Il est très bien défini, il n'y a pas de problème. On prolonge mu à l'algèbre AR en posant C que AR, regardez, je reviens à la définition, AR, c'est une réunion, c'est l'ensemble des réunions finies d'éléments 2A2 disjoints de S0. Et on veut que mu soit une mesure sur AR. Donc, il doit être additif, bien sûr. Donc, naturellement, on va poser la mesure de cette réunion, c'est la somme des mesures, parce que les AI sont 2A2 disjoints, et ce sont des éléments de S0. Et mu est déjà défini sur S0. Donc, on prolonge mu à l'algèbre AR, l'algèbre de Borel, en posant mu de A égale sigma sur I appartient à I, mu de AI, quel que soit A, égale la réunion des AI, I appartient à AR, bien sûr la réunion appartient à AR, bien sûr avec les mêmes conditions, AI appartient à S0, et les AI sont 2A2 disjoints. Voilà. On démontre que mu de A ne dépend pas de la représentation choisie, la réunion des AI de A, et ne dépend que de A. Parce que un problème qui se pose ici, si A appartient à R, on peut l'écrire sous cette forme de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire, on peut l'écrire réunion sur I appartient à I, et on peut l'écrire aussi réunion sur J appartient à grand J, à J. OK? Avec les AI, les AJ sont, ou bien BJ si vous voulez, avec les AI et les BJ sont dans S0, les AI sont disjoints 2A2 et les BJ sont disjoints 2A2. Donc, en considérant la première représentation, on aura ça. En considérant la deuxième représentation, on aura mu de A égale sigma sur J appartient à J, mu de BJ. Donc, on aura un problème. Il se peut que le même ensemble A ait deux images. Admet deux images. Mais ce n'est pas le cas. Hein. On démontre que cette expression ne dépend pas de la représentation. C'est-à-dire, si on a deux représentations différentes du même ensemble A qui appartient à R, les deux sommes sont égales. Ok, je ne vais pas faire la démonstration parce qu'il faut séparer discuter plusieurs cas. Ok, donc cette définition, la mu de A, ne dépend que de A et ne dépend pas de la représentation choisie pour A. Ainsi, on définit une application. Grâce à ça, on définit une application mu de l'algèbre de Borel AR vers R bar plus, bien sûr. Bon, on montre aussi que mu est une mesure positive sur l'algèbre de Borel AR. On ne va pas le faire. Bon, on montre aussi que mu est une mesure positive sur l'algèbre de Borel AR. Cette mesure est de plus sigma fini sur AR. Ça, c'est trivial.
Parce que R, on peut l'écrire la réunion sur n supérieur ou égal à 1 moins nn, ouvert du côté de moins n, fermé du côté de n. Donc cet intervalle, il appartient à S0. Il appartient à S0, donc il appartient à AR, bien sûr. Parce que S0 est inclus dans AR. AR est engendré par S0. C'est l'algèbre engendrée par S0. Donc moins nn appartient à AR, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et mu de moins nn, d'après cette définition ici, regardez ici, c'est n moins n, c'est 2n. C'est fini, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, mu est une mesure sigma finie sur l'algèbre de Borel AR. Parce que ces ensembles-là, ils appartiennent à l'algèbre de Borel AR. Et R, c'est la réunion de ces intervalles. Donc, puisque c'est une mesure positive, sigma finie sur une algèbre, d'après le théorème de Han-Carathéodory, il se prolonge de manière unique à la sigma algèbre engendrée par AR. Donc, d'après le théorème de Han-Carathéodory, théorème 3, 2, 5, elle se prolonge de manière unique en une mesure positive sigma finie sur BR. BR, c'est la sigma algèbre engendrée par AR. Ça, on l'a déjà vu au chapitre 1. OK. On notera que cette mesure, M indice 1. Bon, 1, c'est parce qu'on travaille dans R à la puissance A. Hein. Ou tout simplement M dans toute la suite. S'il n'y a pas de risque de confusion, si on travaille uniquement dans R, on a notre M. Mais si on travaille dans R et dans R2, la mesure de Borel de R, on la notera M1, et celle de R2, la mesure de Borel de R, on la notera M1, et celle de R2, on la notera M2, pour éviter toute confusion. OK. Voilà, donc vous voyez l'utilité de ce théorème. Il suffit, il est très utile pour construire des mesures. Ici, on a construit une mesure sur l'attribut borélien de R, sur BR. En la construisant uniquement sur l'algèbre de Borel. On ne connaît pas tous les éléments de BR, mais on connaît tous les éléments de AR. Donc il suffit de construire la mesure de Borel sur l'algèbre de Borel. AR. Et grâce au théorème de Han-Carathéodory, elle se prolonge en une mesure positive, sigma fini bien sûr, sur sigma de AR, c'est-à-dire sur BR. Comment? On ne sait pas. De toute façon, le prolongement existe et il est unique. OK? Bon, en utilisant l'ensemble triadique de Cantor, que je vais définir après, hein, on démontre aussi que la mesure M n'est pas complète sur BR. Cette mesure de Borel M, ou M1 bien sûr, elle n'est pas complète sur BR. Ça veut dire qu'il existe des M négligeables appartenant à BR, hein, dont certaines de leurs parties n'appartiennent pas à BR. On peut trouver un négligeable, au moins un négligeable, de B de BR, M négligeable, BR, dont on peut trouver une partie de ce négligeable qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire qui n'est pas borélien, qui n'appartient pas à BR. Bon, autrement dit, l'inclusion BR est incluse strictement dans BR chapeau, puisque BR n'est pas complète, ou M n'est pas... Bon, BR n'est pas complète par rapport à mu, et M n'est pas complète sur BR. Donc cette inclusion est stricte. Donc il existe des éléments, une infinité d'éléments, mais une infinité non dénombrable d'éléments qui sont là et qui ne sont pas là. Bon, on rappelle que BR chapeau, c'est l'ensemble des réunions A union N, okay, avec A appartient à BR, et N appartient à N indice M. M, c'est la mesure de Borel sur R. C'est M1 aussi. OK? Bon, N appartient à NM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un M négligeable B qui appartient à BR, tel que N est inclus dans B. Pardon. Définition. La mesure positive sigma fini M ou M1 définie ci-dessus est appelée mesure de Borel sur R. Mesure de Borel sur R. Sa mesure complète, on a vu qu'il n'est pas complète. Hein? Donc, il admet, donc l'espace R, BR, M admet un espace complété. R, BR chapeau, M chapeau, comme on l'a défini dans la section précédente. Donc, sa mesure complétée M chapeau
définie sur l'attribut complété BR chapeau est appelée mesure de Lebesgue sur R. Donc, la mesure de Borel, c'est la mesure qui prolonge la notion de longueur définie sur l'attribut borélien. Okay. Et la mesure de Lebesgue, c'est sa mesure complétée sur BR chapeau, définie sur BR chapeau. Cette mesure M chapeau est appelée mesure de Lebesgue sur R et on la note lambda ou lambda 1. Bon, lambda 1, l'indice 1, c'est parce que c'est sur R. Okay. Et on peut la noter tout simplement lambda lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion. Donc la mesure de Borel est notée M ou M1, elle est définie sur l'attribut de Borel, et la mesure de Lebesgue est notée lambda ou lambda 1, qui est définie sur l'attribut complété BR chapeau. On verra après que on peut utiliser lambda pour les deux. Hein? Lambda pour la mesure de Borel et pour la mesure de Lebesgue. Bon, lorsqu'on travaille sur BR, même si on la note lambda, là, il s'agit de la mesure de Borel, parce qu'on travaille sur BR. Si on travaille sur BR chapeau, il s'agit de la mesure de Lebesgue. Donc on peut utiliser la même lambda pour les deux. Lambda ou lambda 1 pour les deux. C'est pas un problème. Les éléments de BR chapeau sont appelés les ensembles Lebesgue mesurables de R. Les éléments de BR sont les boréliens de R. Les éléments de BR chapeau sont appelés les ensembles Lebesgue mesurables de R. Okay. Bien sûr, BR est inclus dans BR chapeau. Donc, tout borélien est un ensemble Lebesgue mesurable. C'est clair. Propriété. La mesure de Borel M est l'unique mesure positive sur BR vérifiant la condition M de AB égale B-A, quel que soit AB appartient à R. Vous voyez là, la mesure de Borel est l'unique mesure sur l'attribut borélien qui prolonge la notion de longueur. Vous voyez, elle est l'unique mesure positive sur BR qui prolonge la notion de longueur. Ok. Bon, parce que si on associe M de AB égale B-A, quel que soit AB, appartient à R. On a aussi M de moins l'infini A égale plus infini et M de A plus infini égale plus infini. Parce que par exemple, moins l'infini A, hein, c'est la réunion des intervalles de type moins n A. Ouvert du côté de moins n, moins n B, moins l'infini B par exemple, moins l'infini B. Donc c'est la réunion des intervalles de type moins n B. Ouvert du côté de moins n, fermé du côté de B. Et la mesure de cet intervalle, c'est B plus n. B moins n, c'est B plus n. Et la suite, il est croissante, bien sûr. Donc, d'après le terme de continuité, m de moins l'infini b, c'est la limite de n, quand n tend vers l'infini, de m moins n b. Donc, c'est plus l'infini, bien sûr. Donc, il suffit de connaître même la mesure de Borel sur ces intervalles-là. Donc, si on associe, on a aussi m de moins l'infini b égale plus infini, m de a plus infini égale plus infini. Donc, M, on retrouve la mesure de Borel qu'on vient de définir, bien sûr. Ok, donc c'est l'unique mesure qui vérifie ceci. Parce qu'une fois il est défini sur S0, on a la même chose sur AR et sur BR parce que le prolongement est unique par le théorème de Han-Karateodori. Donc c'est l'unique mesure positive sur BR qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire c'est l'unique mesure positive sur BR qui prolonge la notion de longueur que l'homme a utilisé depuis l'éternité. Si E est une partie au plus dénombrable de R, alors il est borélien et sa mesure est nulle. Donc là, il est borélien, il appartient à BR, il appartient aussi à BR chapeau. Et on a alors lambda de E égale M de E égale 0, parce qu'il est borélien. Bon, il est borélien, ça on l'a déjà vu. C'est une réunion dénombrable de singletons, donc c'est un borélien. Donc pour montrer que M de E égale 0, il suffit de le prouver pour un singleton, tout simplement. En effet, on a d'après le théorème 3.1.1, lambda de A égale 0, quel que soit A, appartienne à R. Puisque, regardez, A, c'est l'intersection de ces intervalles. A-1 sur N, A. Ouvert du côté de A-1 sur N, fermé du côté de A. Ça, c'est un élément de S0. OK? Donc, le singleton 1, c'est une intersection décroissante. Cette suite est décroissante. La suite A-1 sur N, A lorsque N égale 1 est une suite décroissante et elle décroît vers A. OK?
Donc, d'après le théorème 3.1, 11, c'est-à-dire le théorème de continuité d'une mesure positive, alors lambda de A, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, la mesure de cet intervalle, m de cet intervalle est finie. Parce que lorsque la suite est décroissante, il faut qu'il existe un n0 tel que mu de a n0 est fini. Ce qui est le cas ici, ils sont tous de mesure finie. Donc lambda de A, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de lambda ou m, c'est la même chose. M du singleton A, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de m de cet intervalle. Et la mesure de cet intervalle, c'est sa longueur, par définition. Donc c'est A moins A plus 1 sur n. Donc c'est 1 sur n. Donc c'est la limite de 1 sur n, donc c'est 0. Donc un singleton, M il est mesurable, ça on le sait, et il est de mesure nulle. Donc un ensemble dénombrable, bien sûr, hein, est de mesure nulle. M de E égale 0. Hein, et par conséquent, lambda de E égale 0. Pardon. Donc cette propriété-là, elle entraîne la chose suivante, la propriété suivante. Si je ferme des deux côtés, alors tous les intervalles bornés, AB, fermés, semi-ouvert, ouvert, ont la même longueur. Parce qu'un singleton est de mesure nulle. Parce que par exemple ici, lambda de AB, c'est lambda de AB semi-ouvert, ouvert du côté de A, fermé du côté de B, plus lambda du singleton A, puisque lambda est additive. Or, lambda de singleton A, c'est 0. OK? Donc, tous ces intervalles ont la même longueur. Fermé, ouvert, semi-ouvert, peu importe. Hein? Ce qui est conforme à l'intuition, bien sûr. Donc, c'est B-A. De même, tous les intervalles non bornés ont une longueur infinie. Tous. Bon, par exemple, ici, regardez. Moins l'infini A ouvert, c'est cet intervalle-là, moins le singleton A. OK? Et le singleton A est de mesure finie, il est de mesure nulle. Donc, lambda de cet intervalle, c'est lambda de cet intervalle moins lambda du singleton A. Parce que lambda du singleton A est fini. OK? Donc, c'est la mesure de cet intervalle-là. Donc, tous ces intervalles-là ont une mesure, tous les intervalles non bornés ont une mesure infinie. Et tout intervalle borné, sa mesure, c'est sa longueur. Quelle que soit la nature de cet intervalle. Tout ça grâce à cette propriété-là, ou grâce à cette propriété. Tout ensemble au plus dénombrable et borélien est de mesure nulle. Bon, la réciproque de la propriété 2 est fausse. Qu'est-ce qu'il dit la propriété 2? Oui. Toute partie au plus dénombrable est borélienne, bien sûr, et elle est de mesure nulle. Toute partie dénombrable est de mesure nulle. La réciproque est fausse. Un ensemble peut être de mesure nulle sans qu'il soit au plus dénombrable. L'exemple qu'on donne pour montrer que cette implication est fausse, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Cantor. Très bon exemple. En effet, il existe des ensembles lambda négligeables, de mesure nulle, hein, lambda négligeable, m négligeable aussi, qui ne sont pas dénombrables, ou qui ne sont pas au plus dénombrables, hein, qui ne sont pas au plus dénombrables. Comme le montre l'exemple suivant. Bon, de toute façon, ces ensembles sont infinis automatiquement. OK? Ensemble triadique de Cantor. Comment on le définit? Soit la mesure Bn de partie de 0,1 définie comme suit. Regardez ce schéma. Bon, je prends B0, c'est le segment 0,1, tout entier. OK? Puis après, je découpe cet intervalle en 3 parties de longueur égale. J'obtiens ceci. 0, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1. Et j'élimine la partie au milieu, ce qu'on appelle le tiers médian. Médian lost, hein, au milieu. Le tiers, parce que vous avez le premier tiers, le deuxième tiers, le tiers médian et le deuxième tiers. Donc, je coupe l'intervalle 0,1, le segment 0,1, en 3 parties de longueur égale. Et je supprime le tiers médian, la partie au milieu, l'intervalle ouvert, tiers médian. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le segment 0,1 tiers fermé et le segment 2 tiers 1 fermé. Cet ensemble, je l'appelle P1. Une fois que j'ai B1, là, j'ai 2 segments.
je vais faire le même travail ici et ici. Donc, je coupe cet intervalle en 3 intervalles de longueur égale. Bon, la longueur de cet intervalle, c'est 1/3. Donc, lorsque je coupe en 3, j'obtiens des intervalles de longueur 1/9. Donc, je le coupe en 3 intervalles de longueur égale, c'est-à-dire de longueur 1/9, et je supprime l'intervalle ouvert qui est au milieu, le tiers médian, l'intervalle ouvert, tiers médian. Hein? De même ici, je le coupe en 3 parties de longueur égale, et je supprime l'intervalle ouvert qui est au milieu, l'intervalle ouvert, tiers médian. OK? Qu'est-ce que j'obtiens alors? En faisant, voilà ce que j'obtiens. Je laisse, voilà. Alors pour le premier intervalle 0,1/3 ici, 0,1/3, voilà ce que j'obtiens. Je l'ai découpé en 3 et j'ai supprimé la partie au milieu, l'intervalle ouvert au milieu. Là aussi, je l'ai découpé en 3 et j'ai supprimé la partie au milieu, l'intervalle ouvert, tiers, médian. Cette partie est déjà supprimée ici. OK? Tout ce qui est en bleu est supprimé. OK? Tout ce qui est en rouge est gardé. Donc là, j'obtiens 0,1/9. 1/9, 2/9 est supprimé, ok, et j'ai 2/9, 3/9. Ce sont des segments, bien sûr, fermés, bornés. 2/9, 3/9. 3/9, c'est 1/3. C'est ce point-là. Ok. De même ici. J'obtiens ici. Là, j'avais 2/3, voilà. Ici, j'avais 2/3 et ici 1. 2/3, lorsque je coupe en 3, j'aurai 2/3 plus 1/9. Donc, 2/3, c'est 6/9, plus 1/9, c'est 7/9. Cette partie est supprimée. Donc, j'ai ici 8/9. Donc là, j'ai 4 segments. C'est la réunion B, c'est B2. B2, comme on peut le voir ici. B2, hein, c'est la réunion de 4 segments. Et je refais la même chose pour ce segment, pour ce segment, pour ce segment et pour ce segment. Donc, en passant de B2 à B3, j'aurai 8 intervalles, parce que j'ai 4. Chaque intervalle me donne 2 segments. Chaque segment, dans l'ensemble suivant, il me donne 2 segments. Parce que qu'est-ce que je le coupe en 3, hein, et je supprime l'intervalle ouvert médian, tiers médian. Donc il me reste 2 segments. Donc chaque intervalle, en passant de B2 à B3, chaque segment va me donner 2 segments. Là j'ai 4, donc en passant à B3, j'aurai 8 segments. Je reviens au début. Là j'ai un seul. En passant à B1, pardon, en passant à B1, j'ai 2 segments. Hein? En passant à B2, j'ai 4 segments. En passant à B3, j'aurai 8 segments. Okay? Ou encore, si vous voulez, là, j'ai un segment. Donc 2 à la puissance 0. Ici, j'ai 2 segments. 2 à la puissance 1. Ici, j'ai 4 segments. 2 au carré. Pour B2, j'aurai 8 segments, 2 à la puissance 3. Donc, pour Bn, j'aurai 2 à la puissance n segments. Donc, comment on définit Bn? Bon, il suffit de définir la suite par récurrence, bien sûr. B0 égale 0,1, B1 égale, voilà, j'ai déjà défini B1 et B2. Voilà. Donc, de manière générale, une fois que j'ai Bn, Bn, c'est une réunion de 2 à la puissance n segments, comme on vient de le voir. Hein, de longueur 1 sur 3 à la puissance n. OK? Donc, c'est une réunion il y a exactement 2 à la puissance n segments de longueur 1 sur 3 à la puissance n. Ils sont disjoints 2 à 2, bien sûr. Donc, une fois qu'on a Bn, on obtient Bn plus 1 en découpant ici, en découpant chaque segment ici en 3 parties de longueur égale. Et leur longueur, bien sûr, ça sera 1 sur 3 à la puissance n divisé par 3, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Et je supprime l'intervalle ouvert tiers médian, qui est au milieu. Hein. Donc, Bn plus 1, j'aurai donc, voilà, en retirant de chaque segment ici, hein, l'intervalle ouvert tiers médian. Autrement dit, on a Bn plus 1, c'est la réunion de k égale 1 à 2 à la puissance n. Ce segment-là, il me donne 2. Et voilà. OK? C'est AK, ANK plus 1 sur, parce que la longueur des nouveaux segments, c'est 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Union ceci. Autrement dit, bon, j'ai 2 à la puissance n multiplié par 2. Ça me donne 2 à la puissance n plus 1 segment. Donc, je peux les réarranger ici.
en écrivant réunion de P égale 1, 2 à la puissance n plus 1, APn plus 1 ici, APn plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Bon, il est clair que la suite Bn est une suite décroissante de Borélien. Bien sûr, ce sont des réunions d'intervalles, de segments. Une réunion finie de segments est un borélien. C'est même un compact, le Bn est un compact. C'est une réunion finie de compact, de R. Donc la suite Bn est donc une suite décroissante de borélien de R, même de compact de R. On appelle ensemble triadique de contours l'ensemble C qui est égal à l'intersection de tous les Bn, c'est-à-dire l'intersection de la suite décroissante. Il est clair que C est un borélien non vide. Bon, non vide parce qu'il contient déjà 0 et 1. 0 et 1, ils sont toujours présents. Hein? Dans tous les intervalles Bn, vous aurez 0, c'est la première borne, toujours. Et 1, c'est la dernière borne. Donc 0 et 1, au moins, appartiennent à chaque Bn. Donc ils appartiennent à C. Donc C est un borélien, c'est une intersection de boréliens, dénombrable, une intersection dénombrable de boréliens. Donc c'est un borélien non vide. Et il est même compact. Parce que les Bn sont compacts. Ok, les Bn sont compacts. Donc l'intersection est infermée. L'intersection est infermée. Comme il est non vide, c'est donc. Et il est borné, bien sûr, parce qu'il s'est infermé, il est contenu dans. Tous les Bn sont contenus dans 0,1. Donc, cette intersection est bornée. C'est un fermé borné non vide. Non vide est important, bien sûr. Fermé borné, donc c'est un compact. Donc l'ensemble de contours est un compact. C'est un compact compliqué à imaginer. Hein. Il n'est pas évident. Ok. On l'a défini théoriquement ici. Vous allez voir une autre expression de C. D'autre part, on a d'après le théorème de continuité, puisque C c'est l'intersection d'une suite décroissante, et la mesure de chaque Bn, ou la mesure de B0 est finie, parce que B0 il est contenu dans 0,1. Ok, B0 c'est 0,1. Exactement. Donc la mesure de B0 est finie. Donc lambda de C, c'est la limite quand n tend vers plus infini de lambda de Bn. Or, lambda, je reviens à Bn. À la Bn. Bn est là. Lambda de Bn, ces intervalles sont disjoints 2 à 2. Donc c'est la somme ici. Lambda de Bn, c'est la somme. Somme de. Combien j'ai de segments? Et ils ont la même longueur, la même mesure. La mesure de ces segments, c'est 1 sur 3 à la puissance n. Et ils sont disjoints 2 à 2. Donc, la somme des mesures, c'est le nombre de segments, c'est-à-dire 2 à la puissance n, multiplié par la longueur commune, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance n. Donc, la mesure de Bn, c'est 2 à la puissance n multiplié par 1 sur 3 à la puissance n, c'est-à-dire 2 sur 3 à la puissance n. Donc, c'est 0. Donc, lambda de C, c'est 0. Donc, on a montré que C est un borélien de mesure nulle. C lambda, c'est aussi M, bien sûr, parce que c'est un borélien. C, il appartient à la fois à un BR et BR chapeau, bien sûr. Donc, vous avez lambda de C égale M de C égale 0. Ensuite, C est un lambda négligeable, c'est aussi un M négligeable, bien sûr. Il en résulte que C est d'intérieur vide. Parce que si C n'est pas d'intérieur vide, ça veut dire qu'il contient au moins un intervalle non trivial. Donc sa mesure ne serait pas nulle. Ok, donc C, c'est un ensemble, vous voyez, c'est un ensemble bizarre. Et vous voyez le travail que Cantor a fait ici. C'est un ensemble d'intérieur vide, de mesure nulle. On montre, et ça c'est pas facile, on montre que de plus que C, regardez, C c'est l'ensemble de ces sommes-là. Ensemble de série. Sigma de k égale 1 plus infini, AK sur 3 à la puissance k. Avec AK prend soit la valeur 0, soit la valeur 2. Il ne prend pas la valeur 1. Vous voyez, parce que comment on a construit les Bn, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'un des segments, on le coupe en 3 et on supprime l'intervalle ouvert tiers médian. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas 1 ici. Parce que toujours on supprime l'intervalle tiers ouvert tiers médian. Donc AK, c'est soit 0, soit... Bon, si par exemple AK égale 0, quel que soit AK, vous obtenez 0. Okay. Si AK égale 2, quel que soit AK, vous obtenez 1 ici. Okay. Si AK prend les valeurs 0 et 1, vous aurez les autres éléments de C, bien sûr. Ceci montre que C est infini non dénombrable. Okay. Et qu'il est en bijection avec N. Son cardinal, le cardinal de C, c'est le cardinal de R. Bon, bien sûr, parce qu'il est contenu dans R.
Ok? Il est contenu dans R, et il n'est pas dénombrable. Donc son cardinal, c'est le cardinal de R, bien sûr. Il est en bijection avec R, il est en bijection avec 0,1, il est en bijection avec tout intervalle non trivial. Remarque, on peut démontrer, à l'aide de l'axiome de choix, l'existence d'une partie de R qui n'est pas le beg intégrable, mesurable, qui n'est pas le beg mesurable, c'est-à-dire qui n'appartient pas à BR chapeau. Une partie de R qui n'appartient pas à BR chapeau. Donc, il n'appartient pas à BR, automatiquement. Autrement dit, l'inclusion BR chapeau inclus dans PR est stricte, voire exercice 3, 5, 14. Okay. Donc, on a BR est inclus dans BR chapeau strictement, et BR chapeau est inclus strictement dans P de R. Hein? On démontre aussi que BR est équipotente, la tribu borélienne de R, est équipotente à R, c'est-à-dire que BR est en bijection avec R, et que BR chapeau est équipotente avec P de R, c'est-à-dire BR chapeau est en bijection avec P de R. Ceci montre que BR chapeau est beaucoup plus grande que BR, beaucoup plus grande que BR. Dans la deuxième égalité, celle-là, il utilise le théorème de Cantor. Mais il n'est pas facile. D'un intervalle de R. Soit I, un intervalle non trivial de R. On sait que BI, c'est I inter BR, la tribu trace, la tribu borélienne de I, c'est la trace de la tribu borélienne de R sur I. Ça, on le sait. Donc BI, c'est I inter BR, c'est-à-dire c'est l'ensemble des ensembles de la forme I inter A avec A appartient à BR. Bon. I est un intervalle, donc il appartient à BR. L'ensemble A que je viens de signaler, il appartient à BR. Donc I inter A appartient à BR. Hein? Donc cette tribu-là est contenue dans BR, bien sûr. Parce que I lui-même appartient à BR. Et là, vous aurez les éléments de BR. Donc I inter un élément de BR, c'est un élément de BR. Donc BI est inclus dans BR. Or, sur BR, on a déjà défini une mesure. C'est la mesure de Borel, M. Okay. Donc, on peut considérer sa restriction à BI, puisque BI est inclus dans BR. Okay. Soit MI, la restriction de M à BI. Alors, MI est une mesure positive, sigma fini sur BI, qui n'est pas complète. Okay. C'est une mesure positive, sigma fini sur BI, qui n'est pas complète. La mesure positive MI définie ci-dessus, c'est-à-dire MI, c'est quoi en fait? MI, c'est tout simplement la restriction de M à BI. Cette mesure est appelée mesure de Borel sur I. Ok? Bon, une fois qu'on a défini la mesure de Borel sur R, on peut définir la mesure de Borel sur n'importe quel intervalle, non trivial, bien sûr. Bon, juste, il suffit de prendre la restriction de M à la tribu borélienne de cet intervalle. Donc, la mesure positive MI définie ci-dessus est appelée mesure de Borel sur I. Comme elle n'est pas complète, donc, vous avez l'espace I, BI, MI, qui n'est pas complet. Donc, je peux définir l'espace complet, I, BI chapeau, MI chapeau. Donc, sa mesure complétée, MI chapeau, définie sur l'attribut complété, BI chapeau, est appelée mesure de Lebesgue sur I. Donc, toujours la mesure de Lebesgue, c'est la mesure complétée. OK? La mesure de Borel, c'est la mesure sur l'attribut de Borel. Bon, la note lambda indice I, ou même lambda lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion. OK? Donc, si vous avez un seul intervalle I, bon, on la note tout simplement lambda. Mais si on a plusieurs intervalles dans le texte, donc il faut la noter lambda I. OK? Pour éviter tout risque de confusion. Bon, je rappelle que BI chapeau, c'est l'ensemble des A union N, c'est que A appartient à BI et N appartient à N, MI. Ça veut dire que N est contenu dans B avec B appartient à BI et MI de B égale 0. Proposition. Bon, d'après la définition, regardez. MI, c'est la restriction de MBI. Bon, on va voir que MI chapeau, c'est aussi la restriction de M chapeau, c'est-à-dire de lambda, à BI chapeau. C'est l'objet de cette proposition. On a les deux propriétés suivantes.
D'abord, BI chapeau est inclus dans BR chapeau, l'attribut complété de BI, par rapport à MI, la mesure de Borel sur I, est contenu dans BR chapeau, l'attribut complété de BR, par rapport à M, la mesure de Borel sur BR. Donc on a cette inclusion. Et lambda I, c'est la restriction de lambda sur BI chapeau. Lambda I, c'est la mesure de Lebesgue sur BI chapeau. Lambda, c'est la mesure de Lebesgue sur R, c'est-à-dire sur BR chapeau. Donc lambda I, c'est la mesure de Lebesgue sur cette tribu. Et lambda, c'est la mesure de Lebesgue sur cette tribu. Démonstration. Bon, comme BI est inclus dans BR, et MI, par définition, c'est la restriction de M à BI, alors on a NMI inclus dans NM. Parce que si N appartient à cet ensemble, ça veut dire qu'il appartient à BI. Hein? Et que MI de N égale 0. Bon, il appartient à BI, donc il appartient à BR. MI de N égale 0, donc M de I de N égale 0, parce que MI, c'est la restriction de M à BI. Donc il appartient à NM. OK? On en déduit alors que BI chapeau, hein, voilà, ce qu'il est mentionné ici. Voilà, on a ceci, bon, c'est bon. Soit A chapeau égale A union N appartient à BI chapeau. On veut montrer la première, cette inclusion-là. BI chapeau est inclus dans BR. Donc je considère un élément de BI chapeau et je montre qu'il appartient à BR chapeau. Donc soit A chapeau égale A union N appartenant à BI chapeau. Avec A appartient à BI et N appartient à NMI. Alors A il appartient à BR parce que BI est inclus dans BR. Et N appartient à NM puisque NMI est inclus dans LN. Donc A chapeau appartient à BR chapeau. De plus, on a lambda I de A chapeau. Lambda I de A chapeau, c'est MI de A, par définition de la mesure complétée, parce que lambda I, c'est la mesure complétée de MI. Donc lambda I de A chapeau, c'est MI de A. OK? C'est aussi M de A. Regardez, le A, il appartient à BR. Et N appartient à NM. Regardez ici. A, il appartient à BR. Et N appartient à NM. Donc c'est quoi lambda de A chapeau? Lambda de A chapeau, c'est M de A. Où M, c'est la mesure de Borel sur BR. C'est M de A. Or, MI de A, c'est M de A, parce que MI, c'est la restriction de M à BI. Et A appartient à BI. Donc, j'ai MI de A égale M de A. Et M de A, c'est lambda de A chapeau. On vient de l'expliquer. M de A, c'est lambda de A chapeau, car A appartient à BR, hein, et N appartient à NM. Regardez ici. OK? Donc, nécessairement, M de A, c'est lambda. Donc, on a montré que lambda I de A chapeau égale lambda de A chapeau, quel que soit A chapeau appartient à B chapeau. BI chapeau. Ça veut dire que lambda et lambda I coïncident sur BI chapeau. Autrement dit, lambda I, c'est la restriction de lambda à BI chapeau. BI chapeau qui est inclus dans BR chapeau. Remarque, la mesure de Borel et celle de Lebesgue sont finies sur tout intervalle borné, bien sûr. Parce que si vous avez un intervalle borné, sa mesure, c'est sa longueur. Donc ces deux mesures sont finies sur chaque intervalle borné. Mais elles sont sigma finies sur les intervalles non bornés, bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas finis sur un intervalle non borné. Mais ils sont sigma finis. Un intervalle non borné, je peux l'écrire comme réunion dénombrable, hein, d'intervalles bornés, c'est-à-dire d'intervalles de mesure finie. Voilà, merci de votre attention. Salam alaikum.